tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 3 romans, une pièce de théâtre, une bande dessinée à vous présenter. Globalement, c'est plutôt du girl power, donc je suis très contente de vous parler de ces livres aujourd'hui. Et la plupart des livres étaient dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est pas mal, je remplis bien mes objectifs de pile à lire pour l'instant. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur La Cage dorée de Camille Lackberg. Puis, je vous parlerai de La Sœur de l'ombre de Lucinda Riley. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé d'une maison de poupée de Henrik Ibsen. Je continuerai avec le livre des reines de Joumana Haddad. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant du printemps suivant de Margot Motin. On commence tout de suite avec La Cage dorée de Camille Lackberg qui m'avait été offert par Isabelle pour mon anniversaire. Et j'étais tellement impatiente de retourner dans du Camille Lackberg parce que moi j'adore sa saga avec Patrick et Erika. Cette saga de polar, je pense qu'il y en a 9 ou 10 pour l'instant. Je suis une grande fan et j'attends le prochain tome avec grande impatience. Et donc, c'est vrai que ça fait un petit temps que je n'étais pas retournée vers du Camille Lackberg et j'étais dans une période où j'avais du mal à lire. Donc je me suis dit que ça ce serait parfait et ça a vraiment bien fonctionné. Si comme moi vous êtes fan de Camille Lackberg, attendez-vous à quelque chose de très différent de ces autres polars parce que on n'est pas du tout dans la même ambiance, on n'est pas du tout avec le même type de personnage. Si sa saga principale est une saga très doudou, c'est beaucoup moins le cas pour ce roman-ci. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques défauts. Le point de départ de l'histoire, c'est une femme qui s'appelle Faye, qui est mariée, qui a un enfant. Et très vite, quand on commence le roman, on se rend compte qu'elle est dans une relation hautement toxique avec son mari, qu'elle a le droit de rien faire, qu'elle doit juste rester à la maison, obéir aux ordres de son mari, et surtout rien faire qui pourrait le déranger. Et en parallèle, on va suivre Faye en 2001, donc des années plus tôt, quand elle quitte son petit village qui s'appelle Fjällbacka pour aller s'installer à Stockholm. C'est le moment où elle va commencer ses études et c'est le moment où elle va rencontrer celui qui sera son futur mari. Je ne vous en dis pas plus pour l'histoire parce que le roman il est pas très long, autant préserver un effet de surprise. Je vais commencer par les éléments qui m'ont pas forcément beaucoup plu dans le roman. Le premier, c'est qu'il y a énormément de scènes de sexe dans le roman. Alors ça, à la limite, pourquoi pas, mais ici, ce sont des scènes de sexe hyper crues et très trash, du sexe assez violent, et il y en a beaucoup. Une ou deux scènes dans ce genre, ça m'aurait pas dérangé parce que ça explique quand même beaucoup de choses sur la psychologie de Faye. Donc pourquoi pas, mais là, il y en avait à outrance, je trouve qu'il y en avait beaucoup trop. Certaines scènes ne servaient à rien et elles étaient tellement explicites que parfois, c'est un peu déconcertant, on se demande pourquoi est-ce qu'on nous fout ça à ce moment-là. Moi, c'est pas quelque chose qui va me bloquer dans ma lecture, je vais pas arrêter de lire un livre pour ça, mais je sais que certaines personnes sont sensibles à ce genre de thématique et n'aimeront pas ça, donc je préfère prévenir parce qu'il y en a quand même beaucoup dans le livre. Autre chose, c'est que pour moi, il y avait un peu un problème de rythme dans le sens où j'ai beaucoup plus aimé la première partie du roman. J'étais vraiment dedans et par la suite, pour moi, ça s'essoufflait un petit peu. C'est peut-être très personnel, peut-être que mon intérêt à moi était moins piqué par la suite. Mais en tout cas, j'ai senti au fur et à mesure de ma lecture qu'il y avait des moments où j'étais un peu moins dedans. Après, ça reste toujours très prenant et très lisible, il n'y a pas de souci. Mais mon intérêt au début était hyper haut et par moments il est un petit peu redescendu. C'est un roman dans lequel on traite beaucoup la psychologie des personnages, surtout le personnage de Faye. J'ai trouvé ça super intéressant, mais en même temps parfois ça allait un peu vite. À un moment elle change son comportement, mais en un claquement de doigts. Et ça, j'ai trouvé que c'était dommage parce que j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de réalisme. Mais à part ça, c'est un roman que j'ai trouvé haletant, prenant. Il est hyper féministe, il va aborder plein de thématiques, mais la première de ces thématiques, c'est le féminisme. Il va aussi réussir à aborder des thématiques plus profondes et sensibles, de manière très bien dosée, je trouve. Il y a un personnage secondaire qui va apporter avec lui une histoire touchante, c'est très bien fait de la part de Camille Lackberg. La fin est sympa également, je m'attendais pas à cette fin-là. Enfin bref, j'ai ressenti un réel intérêt pendant tout le roman en lisant ce livre. Je sais qu'il a pas reçu que des bonnes critiques. Eh ben moi, c'est un bouquin qui m'a fait du bien dans le sens où il m'a aidé à me remettre dans un bon rythme de lecture parce que quand je le commençais, j'avais toujours envie de le continuer et ça c'est plutôt un très bon point. Donc si tout n'est pas parfait à mes yeux, il y a quand même beaucoup de bons et je vous recommande ce roman. Après, si vous n'avez jamais lu Camille Lackberg, commencez peut-être par sa saga principale qui est juste géniale. Et si vous lisez celui-ci et que vous êtes fan de Camille Lackberg, détachez-vous peut-être des images que vous avez de cette autrice parce que
vous allez être sur quelque chose de franchement différent. Ensuite, j'ai lu La Sœur de l'ombre de Lucinda Riley, un beau bébé de presque 800 pages. C'est le 3e tome de la saga des 7 sœurs. Si vous connaissez pas du tout la saga, je vous la résume en 2 mots. Je vous parlerai aussi de ce livre assez rapidement parce que c'est un tome 3. Donc la saga des 7 sœurs, ça nous raconte l'histoire de 6 sœurs qui ont été adopté par un homme qui est très riche, qui vivait en Suisse, et il a adopté pendant des années des filles aux 4 coins de la planète. Il les a élevées dans une énorme maison au bord du lac Léman. Cet homme va mourir et il va laisser en héritage des indices à toutes ces filles sur leurs ancêtres, sur l'endroit d'où elles viennent. Et dans ce 3e tome, on suit le personnage de Star, qui était la sœur qui m'intriguait le plus parce que c'est la sœur très renfermée, dont on savait rien du tout dans les tomes précédents. Et comme il y a toujours une histoire de temporalité passé-présent, on va suivre en même temps le personnage de Flora, qui est une jeune femme anglaise au début du XXe siècle, dont la sœur va être envoyée dans tous les bals de débutantes pour trouver un mari, mais elle reste à la maison et elle est passionnée de botanique et d'animaux. C'est mon tome préféré de la saga pour l'instant, mais déjà moi, vous me mettez au 19e ou au 20e siècle dans une grande propriété en Angleterre, ça part déjà très très bien. C'est rare que je n'aime pas du tout ce genre de lecture. Donc ici, ça l'a très bien fait. J'ai beaucoup aimé l'histoire au présent parce que j'ai bien aimé la manière dont Star était abordée. C'est une personne très renfermée contrairement aux autres sœurs. Et j'avais un peu peur que Lucinda Riley ne la retranscrive pas de manière réaliste. Et ici, j'ai trouvé que c'était le cas. J'ai beaucoup aimé son histoire, son évolution. Et j'ai surtout adoré l'histoire de Flora au passé que j'ai trouvé hyper prenante. Moi, les 800 pages, je les ai vraiment pas vues passer. Certes, c'est une saga qui est pleine de bons sentiments, qui est parfois un peu cucu. On sent que l'autrice a envie que tout s'arrange pour tout le monde. Mais parfois, je vous jure, ça fait du bien quand on est pris dans le tourbillon du quotidien de juste se dire je me pose dans mon livre et je sais que tout se passera bien et que tout ira bien, et même si parfois je lève les yeux au ciel, c'est pas grave, parce que ça me fait du bien de lire ça. La seule chose que je regrette un peu, c'est la charge mentale qu'on va mettre sur le personnage de Star, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer de nouvelles personnes, principalement des hommes qui s'occupent d'un petit garçon, et dès qu'elle va arriver dans cette maison, c'est à elle de faire la cuisine, c'est à elle de s'occuper de l'enfant. J'ai trouvé ça un peu vieux jeu, pour être honnête, ça c'est un peu dommage. Mais à part ça, il y a quand même un peu de diversité dans le livre, je vous laisse découvrir. En tout cas, très bon tome et j'ai hâte de lire le tome suivant, même si j'aime moins le personnage du tome suivant. Celui-ci me restera bien en mémoire parce que c'était la lecture cosy de l'automne par excellence. Ensuite, j'ai lu Une maison de poupée de Henrik Ibsen, qui est une pièce de théâtre norvégienne du 19e siècle. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire cette pièce de théâtre et j'en savais rien du tout. Et d'ailleurs, pour vous la résumer, ça va être un petit peu compliqué. Je vais juste vous planter le décor, mais je vais pas savoir vous en dire beaucoup parce qu'en fait, pendant les 3/4 de ma lecture, j'ai pas compris vers où on allait. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'intrigue. Donc je vais vous dire ce que je peux vous en dire. Quand la pièce commence, on va suivre le personnage de Nora. Nora, elle est mariée à un homme d'affaires, ils ont des enfants et elle va gérer la maison, elle gère les domestiques, elle gère ses enfants. On est à la période des fêtes de fin d'année, donc elle va gérer tout ça aussi. On voit qu'elle a une plutôt bonne relation à son mari, même s'il l'infantilise sans cesse. Il lui donne des petits surnoms, il lui dit quoi faire. Donc on est dans un ménage où l'homme est tout puissant et où la femme n'a pas grand chose à dire, comme malheureusement c'était souvent le cas à cette époque-là. Et petit à petit, on va apprendre que il y a quelques années, Nora a fait quelque chose sans le dire à son mari, et ça a des répercussions dans le présent. C'est une pièce sur laquelle je vais avoir un peu de mal à vous donner mon avis parce que je trouve que c'est une bonne pièce. Une fois que je l'ai refermée, je me suis dit oui, c'est une bonne pièce, mais quand je la lisais, je me disais mince, je comprends pas où on veut aller et j'ai entendu tellement de bien de cette pièce de théâtre que je ne veux pas passer à côté. Quand je la lisais, oui, je me disais ça se lit tout seul, c'est une pièce de théâtre, je l'ai lu en 2 heures maximum. Donc pourquoi pas, il y a encore des sujets sympas, Nora elle m'était relativement sympathique, mais je comprenais pas bien pourquoi est-ce que cette pièce faisait autant parler d'elle. Et en fait, tout va s'expliquer dans la scène finale de la pièce de théâtre. Scène que je ne veux absolument pas vous spoiler, mais c'est une scène qui va donner de la cohérence à tout ce qui s'est passé jusque-là dans la pièce que moi j'estimais pas spécialement mémorable. Et je me disais, il n'y a pas de quoi faire une pièce de théâtre de ça. Tout s'explique à ce moment-là. Et ça va être une scène qui va être extrêmement novatrice, avant-gardiste. Et j'ai trouvé ça très très bien fait. J'ai trouvé les mots de l'auteur très justes. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette scène a encore une portée énorme actuellement, alors qu'on est des années et des années et des années et des années plus tard. Ça sonne très actuel, on dirait que c'est un dialogue
contemporain qu'on est en train de lire. Et sans conteste, Henrik Ibsen a été un pionnier pour plein d'auteurs qui ont voulu écrire dans cette direction-là. C'est un livre qu'aujourd'hui on qualifie de féministe par le sujet qui est traité, mais de ce que j'ai entendu, apparemment Ibsen ne voulait pas en faire un texte féministe. C'était juste pour lui l'occasion de faire un texte humaniste. Et j'ai beaucoup aimé la finalité de la pièce, mais comme je vous dis, la pièce en elle-même, pendant les 3/4 du temps, c'était sympa, mais sans plus. Donc je retiens quand même un peu ce sentiment avant d'arriver à la scène finale, de me dire ouais, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc peut-être que pour moi le twist il aurait dû se faire un peu plus tôt pour continuer dans les conséquences de ce twist et pas amener la scène finale pendant toute la pièce. C'est que mon avis. Ensuite, j'ai lu Le Livre des Reines de Joumana Haddad que mon copain m'a prêté. En fait, il faut savoir que mon copain lit pas mal, mais qu'on n'achète pas forcément le même genre de livre. Et il avait été en librairie et il avait acheté ce livre dont il avait jamais entendu parler, j'en avais jamais entendu parler non plus. Et il a beaucoup aimé, donc il m'a conseillé de le lire après. Il m'a dit qu'il pensait que ça pourrait me plaire et effectivement, ça m'a beaucoup plu. C'est une histoire compliquée à résumer. En gros, on va suivre 4 générations de femmes au Moyen-Orient. Donc elles ont des noms qui se ressemblent très très fort en plus, parce que la première s'appelle Kaya, puis on a Kana, Kadar et Kamar. Et ça commence en 1912 et ça se termine dans l'époque contemporaine, je sais plus la date exacte. On va dire début des années 2000. On va traverser plein de pays à travers ce roman. On va connaître plein de conflits, de drames, et en même temps on va suivre l'histoire de ces femmes qui vont elles-mêmes vivre des choses, qui vont elles-mêmes connaître des drames personnels. On va commencer avec la première femme qui s'appelle Kaya, qui est arménienne et qui va naître en 1912. Le génocide arménien est en 1915, donc on va voir comment ça va se passer de son point de vue de petite fille, ce que vont vivre ses parents, ses frères et sœurs, tous les autres Arméniens. Et j'avoue que ça m'a glacé le sang, parce que c'est quelque chose dont on parle pas, ou presque pas, à l'école. Et j'ai été abasourdie de ce que j'ai lu. Bien sûr, je savais que ça avait été atroce, mais là, de le lire, j'ai trouvé ça très très dur. De manière générale, sachez que c'est un roman très dur. Si vous avez pas le moral, ou si vous êtes un peu révolté, etc., ne lisez pas ce roman à ce moment-là. Lisez-le à un moment où vous êtes dans un bon état d'esprit. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais je savais que si j'avais pas la tête à ça, je le reprenais pas. Donc je l'ai lu de manière assez espacée pour me permettre de souffler un petit peu. Je préfère prévenir tellement que les thématiques abordées sont parfois difficiles. Et donc on va suivre l'histoire de Kaya qui après va aller en Syrie, l'histoire de ses enfants, donc ils vont partir au Liban, puis après, bref, ça va aller vers la Turquie. On va voyager dans tout le Moyen-Orient. On va suivre chacune de ces femmes. Elles ont chacune une histoire bien différente, une personnalité très différente aussi, et elles vont chacune permettre d'aborder des thématiques extrêmement différentes aussi. C'est ça que j'ai trouvé bien, parce que chacune à leur manière, elles racontent leur époque, parce qu'elles vont être tout le temps traversées par des crises sociales de leur pays, par des crises politiques dans leur pays, par tous les événements qui les touchent elles aussi personnellement, leurs maris, leurs enfants, tout ça. Mais elles sont tellement différentes qu'elles nous apportent chaque fois un point de vue différent, et surtout, comme elles sont de générations différentes, les mentalités, les choses évoluent au fur et à mesure. Bien sûr, il y en a que j'ai préféré suivre que d'autres, mais toutes, elles ont eu quelque chose à raconter. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est cette force qui transparaît à travers ces 4 personnages, cette résilience incroyable, cette capacité à se relever après un événement atroce. Et les 4 vont montrer ça. Il y a une des 4 qu'on suit moins, je n'ai pas envie de vous dire laquelle, mais il y a des personnages qu'on suit plus que d'autres, et forcément du coup je m'y suis un petit peu plus attachée qu'aux autres. Mais c'est un très très bon roman qui vous permet de comprendre plein de choses sur la situation actuelle au Moyen-Orient aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, comme je vous disais, c'est dur, mais on voit que Joumana Haddad, elle veut jamais sombrer dans le misérabilisme, dans le pathos. Elle cherche pas à attirer notre pitié. On voit que c'est plus d'un point de vue historique, et qu'elle veut montrer les choses comme elles sont, qu'elle veut montrer le destin de ces femmes comme elles l'ont vécu. Et ça, j'ai trouvé que c'était très pertinent, très bien fait. C'est une traduction que j'en ai lue, mais j'ai trouvé le style aussi super bon. On apprend beaucoup de choses sur la culture de ces pays-là, sur la langue de ces pays-là, et bref. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande, mais c'est très dur. Donc soyez prêts avant de le lire, ne vous attendez pas à une lecture légère, c'est pas du tout le cas.
Ça fait que 260 pages, mais c'est le genre de livre qui marque pour un sacré bout de temps. Et en tout cas, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Il m'a appris plein de choses. Et j'adore quand je peux apprendre de nouvelles choses en lisant un roman. Et voilà, je vous conseille ce roman dont on entend trop peu parler à mon goût. Donc je termine avec Le printemps suivant de Margot Motin que j'ai reçu de la part des éditions Casterman. Margot Motin, je pense que vous êtes nombreux à la connaître. C'est une autrice de bande dessinée, dessinatrice. Elle est assez complète dans son art, qui est très connue. Notamment quand j'étais ado, Margot Motin, elle était très connue. C'était en même temps que Pénélope Bagieux. J'étais plus team Pénélope Bagieux, mais je connais aussi le travail de Margot Motin. Et donc j'étais très contente de recevoir cette bande dessinée. En gros, dans cette BD, Margot Motin va se mettre en scène elle-même, avec son compagnon, avec ses filles. Elle va montrer l'emménagement avec son compagnon et tous les tracas de la vie quotidienne. C'est différentes petites scénettes, mais au final, ça forme une histoire, entre guillemets. Je le dis entre guillemets parce que pour moi, c'est clairement ce qui a manqué dans ce livre. Je trouve qu'il n'y a pas d'intrigue. On lit ces petites scènes qui sont tantôt drôles, tantôt énervantes, souvent énervantes. Et j'ai refermé la BD en me disant « Ah, bah tout ça pour ça en fait. On nous raconte plein de petites anecdotes, mais à quoi ça sert, je sais pas. Il y aura un tome 2. Je le lirai avec plaisir pour voir ce que ça va donner. Mais je suis restée sur ma faim par rapport à l'histoire. J'ai trouvé ça un peu léger au niveau de l'histoire. Et comme je vous l'ai souligné, il y a certaines scènes qui sont vraiment énervantes parce que Margot Motin va se mettre en scène avec tous ses défauts. Et donc on va suivre toutes les scènes de conflit avec son compagnon. Scènes de conflit qui pourraient se régler en 3 mots. Et donc parfois c'est un peu agaçant de lire ça en se disant en fait il n'y a pas de vrai problème, vous vous créez des problèmes et vous pourriez tout résoudre. Donc ça c'est ce que j'ai pensé au niveau du fond. J'ai quand même passé un bon moment, je l'ai lu très rapidement, c'était quand même agréable, mais je suis restée sur ma faim. Et au niveau des illustrations, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super sympa, super punchy, j'ai bien aimé les couleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup le trait de Margot Motin, je trouve que ses dessins sont super sympas. Parfois j'ai été un peu perturbée, mais ça c'est hyper personnel, par le fond des illustrations, surtout au début, ils sont en vacances. Et je trouvais le fond faisait hyper fake, hyper fait à l'ordinateur, et ça m'a un peu gênée. Mais c'est une appréciation tout à fait personnelle parce que le dessin il est franchement hyper chouette et c'est une belle bande dessinée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous lisez en ce moment. Je me permets de vous demander quelque chose que je vous ai jamais demandé depuis le début de la chaîne, mais si vous y pensez, je serais super contente que vous me laissiez un petit pouce si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut évidemment, parce que depuis quelques temps j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de pouces vers le bas que d'habitude, et j'avoue que même si je sais pertinemment qu'il ne faut pas y prêter attention, j'avoue que ça me blesse un petit peu, et surtout qu'il n'y a jamais de commentaire qui est associé, donc on ne sait jamais ce qui n'a pas plu, et donc ça crée pas mal de remises en question. Donc si vous y pensez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait hyper plaisir. Je pense que c'est officiellement la première fois que je vous demande ça depuis que j'ai créé ma chaîne, mais bon, il y a une première fois à tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous!